marque, évidemment, on la reconnaît par son logo, par ses couleurs, par le type de photo qu'elle utilise, etc. Ça, c'est vraiment l'univers graphique. Mais en fait, on la reconnaît aussi par la manière dont elle parle. Et ça va aussi aider la marque à se positionner et à véhiculer les bons attributs, donc la manière dont elle parle et les sujets dont elle parle. Pour moi, du haut de gamme drôle, il faudrait forcément que ce soit de l'humour intellectuel. Oui, des bons jeux de mots. Ouais, c'est de l'humour d'intello. Et donc forcément, si on dit, bon bah ok, nous on vend des tasses à thé, écris-nous le site. En fait, j'ai 150 manières d'écrire un site. Enfin, déjà, plus... C'est infini même, le nombre de manières dont tu pourrais écrire le site. Alors, le principal risque, c'est que du coup, on l'écrive et que ça ressemble à tous les autres sites de tasses de thé et qu'en fait, il n'y ait aucune... Parce que la voix de marque va aussi permettre de faire un élément de différenciation par rapport aux concurrents. Oui, c'est structurant comme la direction artistique est structurante dans la création des produits. La direction éditoriale, elle est aussi structurante dans la création des gammes et des produits. Complètement. En fait, ce qu'on cherche à faire quand on est une marque, c'est à ce que les gens se rappellent de nous. Parce que c'est la première étape avant d'avoir envie d'acheter et de devenir un client, c'est d'avoir conscience que la marque existe et donc de s'en souvenir. Et ça se crée par la répétition d'une même chose, d'une même identité. Bienvenue sur Exploration Branding, le podcast de l'agence Deuxième Voix. Dans ce podcast, on réalise des décryptages de marques de A à Z sous forme de mini-séries. Et aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la mini-série consacrée à la marque fictive Lava Céramique. Je suis Raphaël Fontana, cofondatrice de l'agence Deuxième Voix et en charge de la direction artistique de l'agence. Et je suis Sophie Bourgaillère, l'autre cofondatrice de l'agence Deuxième Voix, et je suis en charge de la direction éditoriale de l'agence. Et donc ce 3e épisode sur Lava Céramique, il est consacré justement à la direction éditoriale de Lava Céramique. Dont tu vas nous parler, puisque comme tu viens de le dire, c'est toi qui es en charge de la direction artistique de l'agence éditoriale. La direction artistique, c'est ça. C'est moi. Moi, c'est Raphaël. C'est bien, je me remémore. C'est important de savoir qui est qui dans l'agence. C'est bien que nous, on sache qui est qui. Oui, entre minimum. Les autres. Comme en plus, on parle un peu pareil, là, tu viens d'embrouiller tout le monde, plus personne ne sait qui est qui. Donc, Raphaël, direction éditoriale, Sophie, direction éditoriale. Je dis toujours la même chose. Bon, on enchaîne. Ok, donc vous avez compris l'idée. Je disais donc que cet épisode... Attendez-vous qu'on se calme. Je disais donc que cet épisode est consacré à la direction éditoriale de Lava Céramique et que donc c'est toi qui vas nous en parler. Oui, tout à fait. Et on va commencer par rappeler ce qu'est Lava Céramique, mais si ça vous intéresse incroyablement et que vous trouvez que Lava Céramique, ça a l'air génialissime, allez écouter le premier épisode qui était consacré à la stratégie de marque de Lava Céramique et le 2e épisode qui était consacré à la direction artistique. Et donc où moi, Raphaël, directrice artistique de la marque de Deuxième Voix, j'ai parlé de la direction artistique. Et je me suis pas trompée une seule fois dans cette phrase. C'était exactement ça. C'était magique. Est-ce que du coup, peut-être comme après je vais faire que parler, tu nous expliques ce que c'est Lava Céramique vite fait et on enchaîne sur la direction éditoriale. Donc Lava Céramique, c'est une marque qu'on a inventée pour pouvoir réaliser ces études de cas sous forme de podcast qu'on aime bien faire, parce que le fait que ce soit une marque fictive nous permet de prendre vraiment la liberté de parler de tous les sujets de stratégie sans contrainte de confidentialité qu'on aurait avec des projets qu'on réalise pour nos clients. Lava Céramique, c'est une marque qui a donc fictivement inventé un nouveau revêtement qui permet d'avoir des tasses à thé, des tasses à café, dont le revêtement ne se tache pas au fil du temps. Et c'est important pour une cible qui aime avoir son rituel du café, son rituel du thé, et qui, du coup... parce qu'elle aime les rituels, est une cible qui aime l'ordre, qui aime avoir le contrôle sur son environnement. Et donc des tasses propres et pas des tasses avec un intérieur tout taché. C'est là qu'on allait. Et je précise quand même parce que, la marque vend vraiment les tasses à café, à thé et pas juste le revêtement. Oui. C'est vraiment l'objet. Le revêtement, c'est la technologie innovante derrière le produit de la marque, mais la marque vend vraiment... Donc des tasses à café, des tasses à thé, de toutes sortes. Exactement. On a détaillé toute la stratégie de branding dans le premier épisode, mais ce qu'on pourrait dire aussi pour résumer la marque, c'est que c'est une marque qui a plusieurs attributs de marque qu'on veut qu'elle soit perçue via ses attributs de marque par sa cible. Et donc les attributs, c'est une marque haut de gamme, moderne,
innovante et précise. Oui. Et la dernière chose, c'est que pour donner une personnalité à la marque, on lui a donné un archétype de marque monarque. Oui. Si tout ça vous intéresse et que vous trouvez qu'on n'en a pas dit assez, allez écouter le premier épisode. Complètement. Et là, du coup, en fait, donc dans le premier épisode, on a parlé de tout ce qu'on vient de dire là. C'est vraiment la partie stratégie. Oui. Une fois qu'on a posé la stratégie, il faut évidemment la décliner. C'est Oui. pas juste faire de la stratégie pour faire de la stratégie. Pour que concrètement, tout ce qu'on s'est dit sur quels sont les attributs, etc., ça se voit pour les clients, même de manière inconsciente. Et donc ça passe par tout un travail sur l'univers graphique, qui est ce qu'on a fait dans l'épisode 2. Oui. Mais aussi par tout le travail sur l'univers, qui est un peu moins connu, tout le travail des mots, de l'univers sémantique, donc la direction éditoriale, qu'on va traiter dans cet épisode-là, mais donc qui s'appuie énormément sur tout ce qu'on a fait dans la partie stratégie. Et donc justement, tu disais, ce travail de direction éditoriale, il est un peu moins connu. Oui. D'ailleurs, le terme de direction éditoriale, c'est un peu un terme qu'on a entre guillemets inventé parce que souvent, quand on cherche du branding ou qu'on pense tout de suite direction artistique, univers graphique, et c'est rare qu'on parle de ta partie. Complètement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu mets dans une direction éditoriale et pourquoi il faudrait en avoir une ? Oui. Donc en fait, c'est tout bête, la direction éditoriale, c'est le volet par les mots de la direction artistique ou la direction graphique. Donc c'est vraiment de dire, une marque, évidemment, on la reconnaît par son logo, par ses couleurs, par le type de photo qu'elle utilise, etc. Ça, c'est vraiment l'univers graphique. Mais en fait, on la reconnaît aussi par la manière dont elle parle. Et ça va aussi aider la marque à se positionner et à véhiculer les bons attributs, donc la manière dont elle parle et les sujets dont elle parle. Oui. Donc en fait, c'est très concrètement deux aspects. Comment on parle, donc ça va être ce qu'on appelle la voix de marque, qui est peut-être un peu plus connue de ceux qui connaissent. C'est, dans la version en anglais, on peut la trouver sous le brand voice ou tone of voice. Donc assez logiquement, le ton de voix ou la voix de marque. Moi, j'aime bien voix de marque en français. Et une fois qu'on a dit comment on parlait, on a aussi forcément le sujet de quoi on parle, qui ensuite va se décliner par une stratégie de communication plus poussée, et là plutôt avec des équipes de com qui vont faire tout ce qui est production de contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, pour les sites internet, les pubs, etc. Mais en amont de cette production de contenu, il faut quand même avoir déterminé la direction. Et c'est ça qu'on fait à notre niveau, nous. C'est donner les grandes lignes. On pourrait faire le parallèle avec la direction artistique. Un directeur artistique, il va vous donner la direction et il va créer l'identité graphique, mais ensuite, c'est pas lui qui va réaliser les visuels de tous les posts sur les réseaux sociaux, qui est confié ensuite aux équipes de communication. Oui, tout à fait. C'est pas forcément lui non plus qui réalise les nouveaux packaging à chaque fois que des nouveaux produits sortent, c'est des ingénieurs packaging, mais tous ces gens-là, que ce soit sur la partie de ta partie rédaction ou sur ma partie réalisation de visuel, s'appuie sur la direction artistique et la direction éditoriale qu'on a définie avec les clients. Complètement. Et ça, c'est hyper important de le faire parce que sinon, ça peut vraiment dire chaque personne qui va... admettons que la personne ait pris le temps de lire la plateforme de marque, qui est donc vraiment l'ADN de marque qu'on a fait dans l'épisode 1, elle va quand même potentiellement avoir sa propre vision de comment on va décliner ça. Sa propre interprétation. Et donc, ça a un risque au final de pas être cohérent. Alors qu'en fait, il faut descendre un cran en dessous, quand même encore, dans la stratégie, pour faire ce travail de, concrètement, la direction artistique, la direction éditoriale. Oui. Bon, peut-être on va parler un peu plus concrètement. Oui, donc on commence par la voix de marque. Oui, la voix de marque. Qu'est-ce que tu as imaginé dans la voix de marque de Lava Céramique ? Oui, alors déjà, qu'est-ce que moi je mets dans l'absolu dans une voix de marque ? Alors il peut y avoir plein de choses, mais ça va vraiment être des choses très concrètes du type... quel pronom on utilise quand on parle. C'est tout bête, mais déjà, si on ne sait pas ça, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie ? Alors dans l'immense majorité des cas, c'est vrai que quand on a une marque produit, on va quand même vous voyez. Mais ceci dit, il y a quand même certaines marques, notamment sur les réseaux sociaux, quand elles veulent se positionner un peu jeunes ou tendance, qui vont utiliser le tutoiement. Bon, nous, c'est pas un sujet pour Lava Céramique. On va de manière très logique, vous voyez nos clients, de toute façon, puisqu'on a cette stature de marque monarque, qui va aller chercher un peu le haut de gamme, etc. Donc dans le haut de gamme, évidemment, on vous voit. Oui. Mais ça veut dire aussi que quand on parle de nous, on va dire nous et on va jamais dire on. Oui.
C'est des évidences, mais c'est toujours bien de le préciser parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, puis le côté moderne pourrait amener à un langage parlé un peu jeune, mais le côté monarque et le côté haut de gamme l'interdisent. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est là où effectivement il faut faire l'arbitrage entre les attributs. C'est vrai que nous, dans ce cas-là, on a le côté moderne qui pourrait nous faire aller vers de l'utilisation courante, typiquement du on, ou un autre exemple, les emojis. Les emojis, c'est la manière moderne, actuelle de parler sur les réseaux sociaux notamment. Mais nous, on va pas non plus utiliser d'emojis. Jamais, nulle part, y compris sur les réseaux sociaux. C'est un parti pris tranché qui va nous permettre de renforcer ce côté haut de gamme, en fait. Et la modernité, on la fera passer par d'autres éléments, mais on n'utilise pas d'emojis, jamais. Oui. Autre élément de la voix de marque qui est important, pas d'humour. Alors dit comme ça, c'est un peu aride. On n'est pas drôle. On n'est pas une marque drôle. Lava n'est pas... Enfin, en tout cas, nous, si, nous, on est drôle. Mais Lava n'est pas drôle. Lava Céramique, c'est pas une marque qui est drôle. Donc souvent, là, je précise, moi, quand je fais les voix de marque et que je dis on fait de l'humour, je dis toujours quel type d'humour. Oui. Aussi, ça c'est important de toujours le préciser parce qu'il y a plein de sortes d'humour différents. Mais là, en l'occurrence, pareil, sur une marque haut de gamme qui va aller chercher plutôt à parler à une clientèle qui, alors dans ce contexte-là, en plus, va aller chercher le côté intérieur soigné, le rituel du thé, du café, soit pour soi, enfin, soit entre soi et soi-même pour plus dans une notion de bien-être, confort à la maison, soit dans un côté un peu art de l'hospitalité vis-à-vis des autres. Il n'y a rien de drôle dans tout ça. Voilà, il y a des... Ça y est, si j'ai donné le coup de micro... C'était mon classique des premiers tous les épisodes, c'est vrai. Je pense que c'était pas très fort. Donc là, nous, on fait pas d'humour. Donc on vient pas préciser quel type, on n'en fait pas. Point jamais. Aucun type. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est un élément hyper important à mettre, parce que, notamment dans la manière dont on va décliner sur les réseaux sociaux, parce que ne pas faire d'humour sur un site internet, en général, c'est facile. Après, il y a des marques qui font de l'humour aussi sur le site, quand c'est vraiment dans l'ADN. Par contre, sur les réseaux sociaux, comme on a ce côté un peu plus post-temporaire, c'est une fois, on va produire beaucoup de contenu, on va être potentiellement tenté de suivre des trends ou d'utiliser des événements de l'année. Si on a le poisson d'avril. Jamais de la vie. Je l'avais pas spécifiquement écrit. Je cherchais des événements de l'année humoristiques. Même sans faire de l'humour pur, tu vois, des événements comme Noël, tu peux faire des blagues autour de Noël, même des petites blagues bon enfant. Hein. Je parle pas forcément de faire des canulars, des pranks vilains ou de l'humour caustique ou ironique. Même l'humour bon enfant, c'est plutôt... C'est triste, mais l'humour, c'est pas haut de gamme. Non. Enfin, ça peut, mais en tout cas, ça correspond pas à la manière dont tout l'ADN de la marque qu'on a imaginé. On pourrait un jour se challenger et dire, tiens, on essaie de créer une marque haut de gamme drôle. Alors, j'ai pas creusé le sujet. Si je devais le faire, ma première idée, là, que j'ai eue tout de suite quand tu l'as dit, pour moi, du haut de gamme drôle, il faudrait forcément que ce soit de l'humour intellectuel. Oui, des bons jeux de mots. Ouais, c'est de l'humour d'intello que tu vas faire, parce que dans l'imaginaire collectif, tout de suite, le côté intellectuel va t'apparenter à un certain niveau social qui va te permettre d'aller faire les bonnes connexions avec le haut de gamme, en fait. Donc, aujourd'hui, bon, après, on pourrait se challenger et je pourrais réfléchir plus, mais là, comme ça, spontanément, je me dis si on devait... Mais ceci dit, pour recentrer sur Lava Céramique, faire même de l'humour intellectuel pour Lava Céramique, je trouve que ça marcherait pas parce que c'est pas le sujet en fait. Lava Céramique, c'est pas une marque sage, c'est un archétype qui existe, c'est une marque qui est monarque, dont le côté jeu de mots, intellect, importance de l'intellectuel, c'est pas du tout le registre, c'est pas que c'est pas important ou important, c'est même pas le sujet en fait. Donc, c'est ça, c'est hors sujet. C'est hors sujet, donc on le fait pas. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait du coup ? Parce que là, j'ai dit que les choses qu'on faisait pas. J'ai dit on n'a pas le droit d'utiliser des emojis, on fait pas d'humour. Dans la voix de marque, un des éléments qui va être aussi très important de cranter, c'est le niveau de vocabulaire qu'on va utiliser. Évidemment, plus on va être vers un niveau familier, plus on va être plutôt sur des marques qui vont aller chercher un public jeune, du côté... potentiellement un peu tendance, branchée, etc. Ou accessible, effectivement. Des marques très grand public qui visent vraiment très large vont évidemment être plutôt sur un niveau familier à courant, pas forcément hyper familier, mais au moins courant. Nous, on va plutôt être sur un niveau de vocabulaire entre le courant et le soutenu.
On n'est pas non plus à faire des phrases auxquelles personne ne comprend rien, c'est pas forcément le sujet, mais par contre on est vraiment quelque part entre le courant et le soutenu. Et point hyper important, on va aussi, et ça c'est vraiment l'attribut précis de la marque, ceux et celles qui ont regardé l'épisode 2, ça faut qu'on rigole. On rigole à cause des siamaises, allez voir l'épisode 2. C'est ça. On va utiliser au maximum du vocabulaire pointu, précis, y compris si ça passe par utiliser des mots pas trop courants. Par exemple, comme siamaises, c'est vraiment le bon. Donc on va aller chercher des mots de vocabulaire qui sont les mots courants, pas les mots courants, les mots précis, pour aller vraiment chercher le sens exact de chaque mot, et ça va nous aider à véhiculer un petit peu ce côté haut de gamme aussi, mais surtout l'attribut précis de la marque. Donc ce côté, en fait un mot remplace pas un autre, chaque mot a exactement sa définition. Si tu veux dire exactement telle nuance de vocabulaire, tu utilises le bon mot de vocabulaire. Même s'il n'est pas très courant. Même s'il n'est pas très courant, qu'il est un peu soutenu. Alors j'allais dire désuet, pas dans le sens, parce qu'en fait souvent quand même ces mots de vocabulaire, quand ils sont pas très courants, ils sont pas très courants aujourd'hui, mais il y a eu une époque où ils étaient plus utilisés. Donc pas forcément dans l'idée d'aller chercher le côté désuet justement, mais vraiment dans le sens précis. Ouais. Après, un autre point important à donner dans une voix de marque, c'est la posture de la marque, c'est-à-dire quand on parle, comment on s'adresse, c'est-à-dire quelle est notre position, quelle est la position de la marque vis-à-vis des clients. D'où on parle en fait. D'où on parle, oui. Jamais dit comme ça, mais c'est vrai. Donc vraiment, d'où on parle, la posture. Si vous avez regardé les premiers épisodes, vous savez qu'on a tout un truc autour du rituel. C'est vraiment le fil conducteur aussi de la marque, puisqu'on va aller chercher le rituel du thé, le rituel du café, et puis si un jour on élargit la gamme, peut-être le rituel bien-être dans la salle de bain, le rituel autour de l'alcool, etc. Là aujourd'hui on est vraiment une marque thé-café, mais on a quand même ce côté vraiment rituel. Et donc la marque va vraiment se positionner comme la maîtresse du rituel du thé, par exemple, qui apprend aux disciples, sous-entendu les clients, à officier. Officier, typiquement, un mot de vocabulaire précis qu'on n'utilise pas si souvent que ça, en tout cas pas dans un contexte hors religieux, on va dire. Oui. Mais c'est vraiment le bon mot. Ou mariage. Ou mariage, oui. Mais mariage religieux, parce que le mariage à les mairies, je suis pas sûre que ça s'officie. Alors, si, alors je disais ou mariage parce que, tu sais, maintenant dans tout ce qui est cérémonie laïque, on parle d'officiants et d'officiers. Tout à fait. C'est à ça que je pensais. Ouais, exact, c'est vrai. Mais effectivement, je pense que les maires, ils disent pas officier des mariages. Je pense pas. Je sais pas ce qu'ils disent d'ailleurs. Il faudrait regarder. Si on était là-bas... Si on avait envie effectivement, si on voulait l'utiliser, on utiliserait le bon mot. C'est une bonne, c'est une bonne démonstration de ça. Donc quand la marque parle, on est vraiment sur une position, en fait en haut si je reprends un peu le côté cérémonie du thé, c'est potentiellement vraiment des choses avec des disciples qui sont des débutants, qui vont apprendre à le faire, dont on va parfaire les gestes ou à mesure qu'on les répète tous les jours, on va être de plus en plus calé finalement dans le rituel du thé, du café, même si on le fait qu'à la maison entre nous et nous-mêmes et qu'il n'y a jamais personne qui nous regarde faire. Mais quand même dans le rituel, dans tous les domaines qui sont ritualisés, il y a une notion de hiérarchie. Complètement. Et le fait d'être de plus en plus fort pour réaliser le rituel te fait monter dans une hiérarchie quand même. Complètement. Et notamment, on a regardé un peu tout ce qui était rituel du thé au Japon, où là c'est vraiment un art de vivre. Et où la personne qui fait la cérémonie du thé pour ses convives, c'est vraiment au moment où elle le fait, en tout cas, ça s'appelle un maître du thé, c'est des choses, ça prend des années à s'apprendre, il y a des écoles pour l'apprendre, donc ça va très très loin. Donc si on reprend cet imaginaire-là, la marque là-bas va vraiment se positionner comme la maîtresse du thé, qui a toute la connaissance autour de tous les types de rituels et qui a tous les outils, puisqu'on va avoir des produits qui sont les tasses, etc., mais aussi tout ce qui va autour. On en avait parlé pas mal dans le premier épisode, tout ce qui est autour avec chaque ustensile qui va évidemment porter le bon nom, etc. Et donc on va vraiment avoir cette posture-là. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la manière dont on s'adresse aux clients,
on va, sans jamais les prendre de haut, c'est pas le sujet, mais par contre on n'est pas dans une relation entre guillemets d'égal à égal dans cette chaîne de connaissances, enfin dans cette chaîne sur le rituel. Donc c'est pas l'histoire de dire Lava vaut mieux que ses clients et la marque se la pète, c'est pas le sujet. Surtout avec des clients monarques. Surtout avec des clients monarques qui vont pas bien vivre. C'est une super mauvaise idée de faire ça, hein. Donc c'est pas... l'idée c'est pas de dire de prendre de haut, mais par contre on peut, mais d'ailleurs il y a un on peut être un enseignant et pour autant pas prendre de haut les gens à qui on enseigne. Complètement, tout à fait. Et les gens qui sont monarques ont en général cette conscience de la hiérarchie. En général, qui respectent. Ils aiment bien être le chef, mais ils ont quand même conscience qu'il y a une hiérarchie et que la hiérarchie, ça se respecte. Et que c'est important, donc ça va pas les choquer. Exactement, ça contribue à mettre un cadre, à mettre de l'ordre dans la vie. Et donc voilà. Donc là, la marque va se positionner comme ça et donc va donner des conseils, donner des outils pour permettre à ses disciples qui sont les clients de faire le rituel du thé en fait, de réaliser le rituel du thé. Et du coup je trouve qu'en t'écoutant parler, pour moi j'ai l'impression que ça donne aussi une idée plus concrète de à quoi ça sert en fait, parce que justement une fois qu'on a dit tout ça, si moi qui n'écris pas, normalement c'est pas mon métier, mais on me disait ok il faut que tu écrives soit un post, soit la page à propos sur le site internet, bah déjà ça m'a donné un cadre dans lequel ça va être plus facile d'imaginer quel genre de texte je pourrais écrire que juste avant, que même en ayant écouté le premier épisode, c'était déjà un peu plus abstrait. Qu'est-ce qu'on écrit quand on est Lava Céramique ? Et d'ailleurs, de manière très concrète, moi j'en suis arrivée, bon toi tu le sais, mais je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, moi je suis arrivée à vraiment poser toutes ces questions de voix de marque, etc. parce que j'ai commencé par faire de la rédaction, donc à rédiger des sites internet de manière très concrète. Et donc forcément, si on dit, bon bah ok, nous on vend des tasses à thé, écris-nous le site. En fait, j'ai 150 manières d'écrire un site. Enfin, déjà, plus... C'est infini même, le nombre de manières dont tu pourrais écrire le site. Alors, le principal risque, c'est que du coup, on l'écrive et que ça ressemble à tous les autres sites de tasses de thé et qu'en fait, il n'y ait aucune... Parce que la voix de marque va aussi permettre de faire un élément de différenciation par rapport aux concurrents. Si le même rédacteur ou la même rédactrice écrit pour 10 marques de thé différentes, potentiellement, avec sans aucune autre consigne que fait un site, et en fait, le site, il va y en avoir 10 pareils. Avec l'IA, n'en parlons pas, parce que l'IA a vraiment sa propre manière de parler. Si on fait rédiger des textes sans consigne de voix de marque, en fait, et là on le voit sur les réseaux sociaux, on est inondé de textes qui se ressemblent tous. Donc c'est presque encore plus important qu'avant d'avoir une voix de marque. Mais quand bien même on n'aurait pas ce côté, et en plus, bon, il y a quand même un risque d'avoir des sites copier-coller, en réalité, même si on me dit fais quelque chose d'original, j'ai une manière infinie de faire d'être original et d'essayer de me démarquer. Si on me donne pas, moi, rédactrice, l'orientation de comment je dois écrire, peut-être que je vais parler de manière hyper familière, faire de l'humour, parce que je vais me dire, après tout, pour moi, des tasses, des mugs, c'est pareil. Donc en fait, je vais prendre plus le côté mug. D'ailleurs, nous, on va jamais vraisemblablement appeler ça des mugs parce que c'est pas tellement dans le registre. Sauf si vraiment on fait quelque chose qui sera dans le format mug. Et ce serait vraiment à réfléchir dans le développement de la gamme si c'est pertinent de le faire. Parce que est-ce qu'on fait vraiment des rituels avec un mug ? C'est toute une question, tu vois. Le rituel du chocolat chaud, évenellement, pour Noël, il se fait dans un mug, mais... À l'américaine. À l'américaine, avec les chamallows, mais effectivement, il y a je pense que dans l'art de l'hospitalité française et anglaise et européenne de manière générale, il y a quand même des noms plus précis de type de tasse. Déjà, de base, le mug, c'est pas un mot français, ça n'existait pas, je pense. C'est un format de tasse qui nous est venu... Qui n'existait pas quand on était jeune. Qui n'existait. C'est vrai. J'avais jamais réalisé. Quand on était enfant, plus que jeune. Oui, parce que j'étais des ados, ça a commencé, mais quand on était enfant, ça n'existait pas. On est vieilles comme ça. Je t'ai jamais dit. Pour les plus jeunes qui ne savaient pas qu'il y avait un monde avant le mug. Quand on était dans les années 90, le mug, ça n'existait pas en France. C'est vrai. Et c'est terrible comme réalité, mais c'est vrai. Donc effectivement, je me suis complètement perdue dans mon... Pardon, à part qu'on va pas forcément dire que c'est des mugs. Non, mais en fait, ce que tu disais, c'est que la voix de marque, en fait, ce que ça permet, c'est la cohérence de la marque, en réalité. Et c'est ça qui fait qu'une marque existe. Ça va permettre
Ça va permettre plusieurs choses. Ça va effectivement permettre la cohérence, parce que ça permet que, admettons qu'on ait, et c'est souvent le cas, pas les mêmes équipes qui fassent la rédaction du site internet, les réseaux posts. sociaux, et même à l'intérieur des réseaux sociaux, potentiellement, c'est pas la même personne qui va faire Instagram, qui va faire LinkedIn si on a les deux, qui sera peut-être pas non plus la même personne qui fait les pubs, que de la création de contenu en organique. Donc en fait, on peut se retrouver à avoir plein de personnes qui écrivent pour la marque de manière très régulière, un blog si on a une stratégie SEO, etc. C'est encore une autre personne, c'est encore potentiellement une autre personne. Donc on peut avoir plein de personnes qui écrivent et qui vont toutes se faire une idée différente de ce qu'est la marque, y compris si on leur a donné les attributs, et qui vont peut-être le décliner de manière différente. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est vraiment ce côté cohérence. Mais avant même, j'ai envie de dire, d'assurer la cohérence, c'est aussi la manière de véhiculer les attributs de la marque qu'on a posés dans la partie stratégie, puisqu'une fois qu'on a dit qu'on voulait que notre marque, elle soit haut de gamme, moderne, innovante et précise, il suffit pas de le dire pour que les gens... Parce que si on rappelle un petit peu ce que c'est les attributs, c'est le résultat qu'on veut pour la marque. C'est-à-dire qu'on aimerait que le public, voilà, quand on fait un sondage et on dit que pensez-vous de Lava Céramique, idéalement, les gens répondent dans l'immense majorité haut de gamme, moderne, innovante, précise, ou quelque chose qui soit dans ce champ sémantique-là. Des synonymes. Des synonymes de ça. Et donc, mais pour faire ça, en fait, il faut quand même... c'est pas parce qu'on a décidé, nous, sur notre petite tablette, que c'est les attributs de la marque, que les gens, ils vont se dire ça. Si on le fait pas, les gens, ils vont peut-être se dire ah bah non, moi, Lava, je trouve que c'est une marque hyper rigolote, parce que moi, je suis le compte Instagram de Lava, et il se trouve que la community manager, elle est hyper drôle, elle fait des blagues tout le temps. Mais non, en fait, nous, on n'est pas une marque drôle, on est une marque haut de gamme, moderne, innovante et précise. Donc, de la même manière que pour la direction artistique, toi, tout ce que tu vas faire en travail va permettre à la marque par plein de petits signaux, en fait, même inconscients, de renvoyer les bons attributs. En fait, la voix de marque, avant même d'assurer la cohérence, qui est un point hyper important, elle va aussi nous permettre de véhiculer ces attributs-là. C'est pour ça que je disais, on va utiliser un vocabulaire hyper précis avec vraiment chaque objet qui va avoir le bon nom. Ça veut dire aussi qu'en termes de nom de gamme ou en nom de produit, on va aussi avoir toute une réflexion à faire sur comment on appelle les gammes, comment on appelle les types de produits, avec quels mots on utilise pour en parler, etc. Parce qu'on va aller chercher ce côté précis. On fait jamais... C'est structurant comme la direction artistique est structurante dans la création des produits. La direction éditoriale, elle est aussi structurante dans la création des gammes et des produits. Complètement. Oui, parce qu'on va aller chercher effectivement comment on appelle les produits, comment on appelle les gammes, comment on en parle, comment on rédige nos fiches produits. On en avait parlé aussi... dans la mini-série sur Avanao, on avait eu toute une discussion sur le programme fidélité, de comment on structure le programme fidélité, parce que j'y étais arrivée par comment on appelle le programme fidélité. Mais en fait, comment on l'appelle, ça dépend de comment on le structure. Mais donc tout ça, c'est vraiment pas du tout que de la théorie de comment la manière dont on va parler des choses va permettre de véhiculer les attributs de marque. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de se dire... Quand je dis que j'ai un attribut précis en direction éditoriale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est ce qu'on a dit, je vais aller chercher mes mots. Si j'ai mon attribut... Ça veut peut-être aussi dire que tu fais des phrases plus courtes ou pas ? Pas nécessairement pour Lava Céramique, pour moi. Pourquoi ? Parce que on a aussi les autres attributs qui sont... pour moi, en tout cas, le haut de gamme et l'innovation, les deux autres attributs qu'on a, impliquent pas nécessairement des phrases courtes. Après, il faut jongler entre les 10 attributs qu'on a. L'innovation, notamment... Alors, l'avantage, c'est que l'innovation précise, ça va nous permettre d'aller vraiment, y compris parfois sur du vocabulaire technique, pour parler de notre fameux revêtement qui protège les tasses, etc. Mais du coup, ça implique aussi que parfois, on va dire des choses qui sont pas si simples. Donc, on va le dire de manière précise, mais pas nécessairement courte. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Donc j'aurais plus tendance à dire qu'en termes de longueur de phrase, en l'occurrence, pour Lava Céramique, j'ai pas de consigne particulière. On va faire ce qui est nécessaire pour passer les bons messages. Donc si ça implique de faire des phrases longues, on les fait longues. Si pour un souci de précision, on fait plus court, on fait plus court. Mais c'était une bonne question, parce que ça fait vraiment partie des... non, mais ça fait partie de ce qu'il faut avoir un avis aussi, où j'ai perdu ma page. Un sujet dont on n'avait pas trop discuté quand on a fait la préparation, mais typiquement c'est la ponctuation aussi. Alors la ponctuation, en réalité le point d'exclamation, parce que
on va jamais vraiment décider qu'on n'utilise pas de points. Mais on pourrait décider par exemple qu'on utilise des points-virgules, ce qui est un peu en train de se perdre. Le point de virgule se perd, moi je j'adore le point de virgule, c'est un truc, mais c'est pas si facile que ça à utiliser bien. On peut complètement utiliser le point virgule pour lava céramique. Pourquoi ? Parce que ça a ce côté haut de gamme. Exactement, ponctuation un peu rare, donc ça a ce même côté que le vocabulaire un peu précis, ça va nous aider à avoir l'attribut haut de gamme. Par contre, on va pas faire de point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est vraiment la ponctuation qui va véhiculer potentiellement plusieurs choses, mais l'enthousiasme, la jeunesse, le côté branché, le côté légèreté. L'agressivité parfois. Parfois l'agressivité si on en met plusieurs, effectivement, qui est globalement pas une bonne pratique. Je vois pas trop dans quel cadre je trouverais que c'est bien pour une marque de faire plein de points d'exclamation, mais effectivement c'est vrai que ça peut véhiculer ce côté hyper énervé, comme le fait d'écrire tout en majuscule. Oui. Il y a un côté pourquoi tu cries. Bon, nous de toute façon, quelle que soit l'intention derrière, on va plutôt jamais utiliser le point d'exclamation. Je dis plutôt jamais parce que je dis pas que de manière extrêmement rarissime, il peut pas y avoir un cas où le point d'exclamation trouve son utilité, mais vraiment, a priori quand même plutôt pas. Parce qu'on va pas chercher à être enthousiaste. C'est pas le sujet, on va pas chercher à être spécialement jeune, léger, nous on cherche le haut de gamme, et le haut de gamme, c'est un peu comme l'humour, ça passe par une certaine stature posée, en tout cas de la manière dont on le fait pour Lava, puisqu'on le couple aussi avec ce côté rituel à la maison. Et en fait, tous les rituels ont un côté très posé, malgré tout, que ce soit une messe dans la religion catholique. Bon, je parle de celle-là parce que c'est celle que je connais pour la disons, en plus, il y a vraiment ce côté, les messes à l'américaine, comme on peut voir parfois à la télé, où il y a le gospel, où il y a beaucoup... Mais c'est pas du tout la manière dont on le fait. Et ça, ce côté plus justement à l'américain, enfin, quand je dis je pense que ça a plus ce côté mug, c'est ça, et peut-être moins statutaire, tout à fait. Tout à fait. Que nous on va chercher dans les rituels catholiques en termes de référence, qui ont ce côté très statutaire. Complètement. L'église catholique. Après, on parlait des rituels dans les autres épisodes. On a parlé le rituel du thé japonais, qui n'a pas un côté religieux, mais qui a un côté très statutaire. Je sais que ça existe aussi, le rituel du thé. En Afrique, dans certains pays d'Afrique, je sais même pas dire, en fait, potentiellement il y a plusieurs rituels du thé aussi, sans doute en fonction des pays d'Afrique. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique au Japon, mais je pense que ça a quand même toujours ce côté très statutaire. Un peu officiel, un peu cérémoniel. Complètement. Rite de passage, rite de société, en fait, d'une manière générale. Qui est globalement pas une blague et pas un moment de... Exactement. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est pas une blague, c'est pas un moment de légèreté, c'est pas nécessairement un moment douloureux ou sombre ou pas agréable, hein. C'est pas par rapport sur cette chaîne d'opposition-là, mais par contre, c'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment... Et d'ailleurs, on le voit, les gens qui prennent à cœur, même de manière très moderne aujourd'hui, tous les fans de café. Moi, j'ai parlé de mon compagnon, de la manière dont il s'occupe de la machine à café dans l'épisode 1. C'est pareil, c'est pas une blague. C'est vraiment... c'est sérieux. Fait, le matin, il met la bonne quantité de café et donc dans la machine à laver, dans la machine à café pour faire très exactement la quantité de café de la journée. On n'est pas un fifou qui, mettons, au hasard un nombre de grains qu'on sait pas. Et on le changera quand il n'y en aura plus. Tu vois. Donc c'est effectivement, c'est une affaire sérieuse. Et comme c'est une affaire sérieuse, du coup, on peut faire du point-virgule, mais on fait pas de point d'exclamation. Effectivement. Okay. Ça a du sens, quand même, quand tu le dis. Qu'est-ce que c'est bien ce qu'on fait. Ah, c'est incroyable. Non, je dis ça parce qu'effectivement, nous, réfléchir à toutes ces petites choses... nous on trouve ça, c'est ça qui nous plaît dans ce métier-là, en fait, ce côté c'est trop cool de se dire qu'est-ce que c'est le point d'exclamation et qu'est-ce que c'est le point virgule, et ce que ça traduit exactement. Nous on trouve ça hyper intéressant. Mais toutes ces petites choses là, c'est des choses qui sont pas des évidences, qui sont peut-être aussi quand un truc à préciser, c'est peut-être quand on est la personne qui a fondé la marque. Tout ça paraît évident que évidemment on va pas écrire si Lava Céramique avait une vraie fondatrice, elle trouverait sans doute évident que bien sûr qu'on va pas faire des phrases avec des points d'exclamation qui vont dire c'est génial, jamais de la vie, mais du moment qu'elle va vouloir c'est intuitif pour elle, mais du moment qu'elle va vouloir embaucher quelqu'un soit en interne soit en externe pour s'occuper de cette partie communication, le intuitif pour soi est pas du tout c'est pas une règle, c'est pas une consigne qu'on donne à un rédacteur ou à une rédactrice. C'est pas facile à expliquer, et c'est pas si si facile exactement.
Et moi je le sais parce que j'ai vraiment comme je l'ai vécu et ça arrive, et après c'est normal, c'est dans le process, mais ça arrive que les clients disent ah bah non, ça c'est pas du tout notre manière de parler. Ok, mais c'est quoi votre manière de parler? Mais du coup ils savent pas te répondre. Ils savent dire en creux bah non, ça non, ça non, ça non, et donc à force tu te notes, ok, et tu commences à comprendre ce qu'ils veulent dire quand ils te disent. En plus, potentiellement, ils y mettent leurs mots. Donc, quand ils te disent, et donc, c'est aussi comme ça que moi, j'ai commencé à faire des voix de marque presque en off pour mes clients, parce que je me notais pour moi. T'en avais besoin pour toi, en fait. Exactement. Je me notais tous les retours et je me suis dit, ok, de quoi j'ai besoin pour savoir comment bien écrire pour la marque? J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je peux utiliser comme type de pronom, comme type de ponctuation, quel est le niveau de vocabulaire. Après... Là, je l'ai pas fait pour Lava, mais aussi tout ce qu'on peut ce qui est même une très bonne pratique, moi je le fais systématiquement dans les voix de marque qu'on fait, c'est aussi de faire du champ lexical. Quel est le champ lexical qu'on va utiliser là, je l'ai fait un tout petit peu fait. Un petit dictionnaire, de ce qu'on va dire, qui peut être juste des mots. Là, moi j'avais noté par exemple officiant, l'art de l'hospitalité, convive, raffinement, des choses comme ça qui vont vraiment être dans le bon champ lexical. Et puis on peut à l'inverse se noter tout ce qui ne va pas être, et typiquement mug, on pourrait décider que mug c'est interdit. Ce qui veut dire aussi potentiellement, une fois qu'on s'est dit ça, ça veut dire, je reviens sur la création de la gamme, ok, on va pas créer de mug jamais, même si on pourrait se dire le chocolat chaud des Américains avec les marshmallows, mais en fait ça c'est pas l'ADN de la marque Lava Céramique. Donc les clients ils ont jamais envie de faire ça, de mettre du marshmallow dans un chocolat chaud, ils sont là, qui fait ça, et de le boire dans un mug, effectivement. Donc en fait potentiellement, même une fois qu'on a dit que, plus exactement, si on décide que mug est dans le vocabulaire interdit, ça veut dire aussi qu'on va pas jamais faire ce produit là. Donc ça a aussi des vraies conséquences en termes de développement produit. Donc le champ lexical qui peut être des mots, mais qui peut être aussi des expressions. On peut aller un peu plus loin en disant de la manière dont nous on va parler de la marque, on va pouvoir avoir un peu des expressions pour véhiculer plutôt tel type d'ambiance ou tel type d'ambiance. Hyper clair sur la voix de marque, je trouve. Je connaissais déjà, mais moi je trouve que t'as été très claire. C'est super. Et donc ça c'était la première partie de comment on parle, mais ensuite il y a une deuxième partie de quoi on parle. Complètement. Nous, ce qu'on fait systématiquement pour tous nos clients, c'est toujours la voix de marque, parce que c'est vraiment la brique minimum dont tu as besoin pour dérouler en fait ce qu'on fait dans la partie stratégie. Tu as un minimum besoin de cette partie voix de marque. Après, on peut aller plus loin. D'ailleurs, il faut aller plus loin. Il y a une autre chose qu'on fait quasiment systématiquement, sauf si la marque n'a vraiment pas de communication sur les réseaux sociaux, mais quand même aujourd'hui, c'est rare. C'est hyper rare. Et c'est pas forcément de pas en profiter. Oui, tout à fait. De ça. Donc, surtout quand on vend du produit. Nous, c'est quand même nos clients. C'est nos clients, ils vendent du produit. Et aujourd'hui, il faut être un minimum sur Instagram. Mais il y a aussi beaucoup de marques qui sont sur LinkedIn. Donc la question se pose vraiment de la création de contenu. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi de décliner la direction éditoriale en piliers de communication. Donc, quelles sont les thématiques qu'on va aborder dans notre communication? Tout à fait. La voix de marque, c'est comment on parle, et là, les piliers, ça va être de quoi on parle. Et encore une fois, ensuite, ça se décline de manière plus... Ça a clignoté, non? Oui, j'ai l'impression que notre lampe fait des dingueries. Là, j'ai halluciné, et après, j'ai vu que tu faisais une drôle de tête aussi, je me suis dit, non, c'était pas dans ma tête. Donc les piliers de communication qui ensuite sont bien sûr à affiner, et les personnes en charge de la communication vont s'emparer de ces piliers et avoir tout un tas d'idées super de posts derrière. Sur une marque, là j'en ai fait 3 pour Lava Céramique. Sur une marque produit, il y a quand même toujours un pilier de communication évident qui est parler du produit. C'est la base, hein. Et mais d'ailleurs, c'est la base pour tout, pas que sur la marque produit. Et quand tu fais de la prestation de service, il faut que tu parles de tes services. Mais j'aurais tendance à dire que tu le fais plus pour une marque produit parce que vraiment, tu montres aussi... Tu as besoin de beaucoup plus montrer ton produit. Moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup parler de ton service, sinon tu vends jamais. Mais c'est vrai. Je suis d'accord. C'est important je suis d'accord que c'est très important de montrer son produit aussi. Tout à fait. Pas de la même manière, je pense. Oui. Service. Mais bon, c'est pas le sujet, parce que là, on vend du produit. Donc on est d'accord en plus. Oui, on est d'accord sur le fond. On le dit pas de la même manière. On a évidemment un pilier qui est de montrer les produits. Donc là, évidemment, moi, j'ai pas beaucoup plus de direction que ça. Et là, on va beaucoup plus se rapprocher de la direction artistique. J'étais là, de la direction artisanale, j'étais là, c'est pas ça le mot. Vraiment, c'est compliqué aujourd'hui.
Depuis qu'on a dit qu'il fallait être précise dans le vocabulaire, dans le vocabulaire, on n'arrive plus à le faire. Ça nous met trop la pression. Ça nous met trop la pression. Donc effectivement, dans la manière de montrer les produits, on va beaucoup là, pour le coup, aller regarder. Et après, et ensuite, on peut se raccrocher à ce que tu as mis dans la voix de marque sur comment décrire les produits. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais ok. Donc mais si je fais un post Instagram, potentiellement, j'ai pas forcément une grosse caption qui vient faire beaucoup de texte. Oui, c'est de la direction. Donc c'est essentiellement quand même de la direction artistique. Yes. Mais ce serait dommage d'être une marque qui ne fait que parler de ses produits par cet angle-là. L'objectif, ça va toujours être de construire l'univers de marque. Donc évidemment, il faut montrer les produits. Mais nous, on va aussi parler de 2 autres choses, en l'occurrence, pour Lava Céramique. Le deuxième pilier de communication, ça va être donc tout ce qui est autour des rituels. Oui. Et là, vous allez dire, on n'arrête pas de rabâcher les mêmes choses. Mais c'est normal, parce qu'on cherche la cohérence. Et la radicalité. Donc on va toujours parler plus ou moins en boucle. Une parenthèse, pourquoi on cherche la cohérence et la radicalité ? Parce qu'en fait, pour ce qu'on cherche à faire quand on est une marque, c'est à ce que les gens se rappellent de nous. Parce que c'est la première étape avant d'avoir envie d'acheter et de devenir un client. C'est d'avoir conscience que la marque existe et donc de s'en souvenir. Et ça se crée par la répétition d'une même chose, d'une même identité. Donc il faut être radical et cohérent pour que les gens commencent par nous identifier, puis nous mémoriser. La radicalité permet effectivement d'identifier, parce que si on dit la même chose que tout le monde de manière fade, il n'y a aucune raison que les gens se rappellent de nous. Exactement. Et la cohérence permet de faire rentrer les messages de manière cohérente. Donc effectivement, on retrouve évidemment les rituels. Oui. Et alors dans ce pilier-là, ce que j'ai mis, c'est en gros, on va faire des tutos. Qu'on ne va jamais appeler des tutos. Évidemment, puisqu'on est haut de gamme. On est haut de gamme, bien sûr, on ne fait pas des tutos. Mais je le dis quand même, parce les tutos, en pratique, c'est ça qu'on fait. Les tutos, ce serait simplifier quelque chose qui est censé être plus complexe. Complètement. Le rituel, il est censé avoir une complexité qui ne va pas avec l'imaginaire du tuto. Ça va quand même être des contenus dont l'objectif est de montrer sur des sujets très particuliers, puisqu'on a cet attribut précis, donc des tutos peut-être plutôt courts. Oui. Sur un sujet en particulier, par exemple, on peut avoir un tuto sur comment moudre du café. Ou le tuto, on fait du thé qui va passer par chauffer l'eau à la bonne... du thé, pas n'importe quel thé, donc ça va être... Il y aura le tuto matcha qui sera pas le même que le tuto thé noir, qui sera pas le même que le tuto thé vert, potentiellement, etc. si tu fais chauffer du thé... Enfin, si tu fais du thé vert, il faut que l'eau soit à 85 degrés. Et donc avec ce côté précis, on va venir expliquer comment tu chauffes l'eau, avec quoi, quel ustensile, combien de temps tu mets... le matcha particulièrement, il y a l'histoire du petit fouet, etc. Donc encore une fois, là j'arrête pas de dire tuto pour qu'on comprenne bien quel est l'objet du type de contenu, mais on va jamais faire une publication tuto matcha, non, on va pas faire ça. Donc on va vraiment plus grain de café. le montrer effectivement sous le côté, on vous montre le rituel de préparation, et ensuite c'est dans la manière dont on va faire le contenu que ça doit être suffisamment précis et clair pour que la personne, sur la base de ce qu'elle a vu, sache le reproduire. C'est ça l'idée. Donc en fait, on va presque plus être sur de la transmission de gestes, comme si on avait un maître du thé ou une maîtresse du thé à la maison avec nous, sur le téléphone, qui va nous montrer comment faire. Et comme j'ai vu les gestes précis dans l'ordre, etc., je sais refaire. Je peux refaire et m'entraîner à la maison. Effectivement, j'ai vu, je vais m'entraîner, je vais refaire. On m'a jamais dit concrètement que c'était un tuto, mais en pratique, c'est ça que j'ai regardé. Oui. Et donc, j'ai tout ce pilier autour du rituel de préparation qu'on peut ensuite décliner avec tous les types de boissons qui vont être bues dans nos tasses, en fait. Si je le dis, en fonction de nos gammes. En fonction de nos gammes, exactement. Puisque l'idée... derrière quand même, c'est une manière maligne de quand même parler des produits, de montrer les produits, mais pas juste, entre guillemets, j'ai fait une photo de ma tasse. Oui. Là, ça va plutôt être en général, je pense aussi, du contenu vidéo potentiellement, parce que forcément, il faut montrer les gestes. Et là, encore une fois, on va quand même se raccrocher à des choses que toi, t'as dit dans la direction artistique, pour que ce soit cohérent. Donc, on va avoir du gros plan, etc. Et là, il faut aller regarder l'épisode 2 pour comprendre, mais... Donc là, sur les piliers de communication, finalement, on est vraiment dans de la mise en œuvre aussi de la direction artistique. Notre troisième pilier de communication, ça va être de montrer les rituels. Alors là, je suis partie sur les rituels du thé dans le monde, mais potentiellement les rituels dans le monde, en fait. Les rituels du café, on parlait dans l'épisode 2 de pourquoi pas un jour lancer une gamme de verres de dégustation de whisky. Ça pourrait être les rituels de dégustation de whisky dans le monde. Exactement. Et là, par contre, il va vraiment falloir attention dans la manière de le faire, parce que ce côté rituel dans le monde pourrait assez vite tomber dans le côté folklore, artisanal, historique, qui sont pas du tout les vibes de la marque, puisque nous, on a ce côté
moderne, innovant, qui doit quand même aussi passer par ça. Donc en fait, on va plutôt montrer les rituels du thé, mais d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils existent et qu'encore aujourd'hui ils sont pratiqués, donc on va les montrer tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. Et donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être une pub qui commence, si on veut faire vraiment le rituel du thé japonais par exemple, on va avoir une pub qui va commencer à Tokyo ou dans une autre mégalopole ultra moderne au Japon. Et ensuite, on va peut-être avoir un gros plan d'intérieur avec le rituel du thé tel qu'il est encore fait aujourd'hui. On pourrait même imaginer interviewer une star, je sais pas si star c'est le bon mot, probablement qu'un maître du rituel du thé japonais trouverait que être qualifié de star lui déplairait, mais une star du rituel du thé au Japon, un célèbre une sommité. Soyons précis, utilisons les bons mots, donc effectivement... Mais pareil, dans un pays d'Afrique, aller chercher des grands noms de leur domaine. Tout à fait. Et ça passe aussi peut-être par l'English tea qu'on sert à 16h, qui a aussi tout un décorum qui n'est pas le même décorum que les autres dont on a parlé, qu'on peut décliner aussi par le rituel du café, parce que les Italiens, sans doute, ne boivent pas le café de la même manière que les Français. Et j'allais partir aussi dans les gros consommateurs de café, en tout cas producteurs, que peut-être la manière dont on fait du café dont on boit le café en Colombie ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et bon, je pense que je fais une aparté, je me l'étais pas dit clairement, mais je pense qu'on n'irait jamais par contre faire le côté américain. De la même manière qu'on a supprimé le mug et le chamallow, le rituel du café à l'américaine, c'est du café jus de chaussette, bu en litres et en litres dans des espèces d'énormes cups en papier, voire mug, mais même plus souvent à la Starbucks et compagnie. Qui est en fait, de manière tout à fait honnête, qui est une forme de rituel du café d'aujourd'hui. Mais qui correspond pas à l'ADN de notre marque. Exactement. Mais par contre, on pourrait aller chercher aux États-Unis, si un jour on a une gamme whisky, je pense que là, on aurait des personnes pour de la dégustation de whisky américain où ça marcherait. Mais effectivement, sur le café... en fait, le café va tout de suite lui donner, en tout cas, le côté café américain, sur vraiment cet aspect café, va tout de suite plus donner un côté mainstream. J'ai une illustration de ça. Vas-y. J'étais en Espagne avec mon mari, avec Nico, et on commande un café, et donc c'est moi qui parle espagnol, donc c'est moi qui commande, et il voulait c'était le matin, donc il voulait un allongé, donc je commande un americano. Parce que je trouvais plus les mots, j'étais là, est-ce qu'on dit longo, est-ce qu'on dit grandé, donc je commande un americano et il était à côté de moi, il m'a dit mais jamais de la vie, il était là, je ne veux quoi, mais pourquoi tu me commandes un americano, mais ça va pas la tête, parce que vraiment il était en mode mais moi je veux pas ton café américain dégueulasse, tu vois, et j'étais là non mais tu veux j'ai fini et j'étais là mais tu veux quoi, et bon bref, il finit par me dire qu'il voulait un espresso, donc j'ai commandé un espresso, il s'est retrouvé avec un espresso, il était dégoûté, j'étais là, mec, je t'avais commandé un americano, tu m'as dit que tu voulais surtout pas un americano, du coup t'as un espresso, tu vois. Bah oui. Ouais, mais c'est effectivement... mais parce qu'en fait, dans son imaginaire, il était là, mais pourquoi tu me commandes du jus de chaussette tout pourri, en fait. Ouais. Qui est... et là, on dit pas forcément que c'est justifié, sans doute il y a des très bons cafés américains, etc. Mais par contre, il faut toujours prendre en compte, quand on fait ce travail de branding, l'imaginaire collectif. Et donc, effectivement, en tout cas, sur ce côté café, les États-Unis n'ont pas les bonnes vibes, mais par contre, c'est vrai que si on allait vers du whisky, ça marcherait déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est notre troisième pilier de communication. Qui va vraiment aller autour des rituels du monde et qui va nous permettre en fait aussi d'ancrer, et donc c'est là où il faut faire attention à ancrer les bons attributs, donc à choisir bien les bons pays, la bonne manière, de bien respecter la direction artistique et de bien le montrer de la bonne manière, mais ça va vraiment nous permettre de venir ancrer aussi par la répétition et de manière plus subtile que de juste montrer tout le temps les tasses, même si c'est important aussi de montrer, mais en fait c'est une autre manière finalement de venir parler de ce côté rituel et d'ancrer d'autres attributs comme la modernité, la précision avec la précision du geste, etc. L'innovation aussi potentiellement, parce qu'on pourrait dans cette série-là, ou peut-être plutôt dans le pilier de communication rituel de préparation, je réfléchissais, un des attributs
qui est pas si présent que ça dans ce qu'on a dit, c'est l'innovation. Oui. Et en fait, dans le pilier rituel de préparation, on pourrait vraiment aussi intégrer, pour avoir ce côté innovation, montrer plus ce que tu as fait aussi sur la direction artistique, avoir des contenus qui vont montrer des outils, donc potentiellement des machines à café ou des trucs, des machines à thé, peut-être que j'allais dire des machines à café, pour avoir un côté plus innovant. Et après j'allais dire machine à thé, et j'étais là, bon, la machine à thé, il n'y a pas vraiment l'équivalent, mais plutôt des machines à café. Après, on peut imaginer des matières. bouilloires un peu innovantes, ça, il y en a un peu plus. Potentiellement. Et cela dit, dans le premier pilier qui est parlé de ces produits, c'est aussi parler de l'innovation autour du revêtement qu'on a imaginé. Qui permet de ne pas attacher et qui est pour autant qui est indestructible, qui se détériore pas, c'est ce qu'on avait dit, et donc il y a vraiment ce côté... indestructible, c'est bien. Indestructible, c'est bien. Alors peut-être que si on la jette par terre, la tasse, elle va quand même se casser, mais... Donc, mais le revêtement est indestructible. Le revêtement est indestructible. Donc ce côté innovation. Okay. Mais voilà, donc sur nos piliers, très intéressant. On va faire ces trois-là. Et du coup, on voit bien comment ça... Pareil, c'est ce qu'on disait, je pense, dans cet épisode et dans celui d'avant, ça donne un cadre à une agence de communication réseaux sociaux, mais tout en lui donnant un champ d'action où on pourra... Où ensuite, la personne qui va s'occuper de ça pourra imaginer plein de manières de le faire. Tout à fait. Et donc, ça même une machine à générer des idées, en fait. Parce que les personnes dont c'est vraiment le métier de faire de la création de contenu, ce qui est pour le coup, en transparence, pas notre cas, puisque nous on fait vraiment la partie stratégie en amont, on fait pas tout ce qui est déclinaison de contenu. Après, chacun ses compétences. Quelqu'un dont le métier est vraiment de faire de la communication, une fois qu'on lui donne ça, va potentiellement avoir encore plus d'idées que ce que nous on a eu de la manière dont ça pouvoir être concrètement mis en œuvre dans des posts, dans des vidéos, dans des pubs même, etc. Et donc effectivement ça permet juste de donner un cadre pour s'assurer qu'on va bien avoir les bons attributs, et ensuite derrière ça laisse une immense marge de manœuvre pour avoir plein de super chouettes idées en fait. Oui, au final. Et il y a peut-être un dernier aspect de qu'est-ce qu'on dit, ce qui est comment on raconte l'histoire de la marque. Complètement. Qui n'est pas un pilier de communication, c'est un autre aspect de la direction éditoriale. Qui est pas quelque chose qu'on fait systématiquement, mais qui est le storytelling de marque. Donc il y a des marques pour qui c'est intéressant de le faire, il y a des marques pour qui c'est pas intéressant, donc c'est vraiment au cas par cas. Lava Céramique, alors en l'occurrence c'est une marque qui a pas vraiment une histoire puisque c'est une marque qui n'existe pas, mais si c'était une marque qui existait, c'est une marque sur laquelle il serait très intéressant, je pense, de faire un storytelling de marque pour raconter son histoire. Donc effectivement, le storytelling de marque, c'est quoi ? Ça va être de trier parce que une marque, c'est un fondateur, une fondatrice, potentiellement plusieurs fondatrices, plusieurs fondateurs, qui ont eu une idée, qui ont eu des galères pour la faire, qui ont créé une marque. La marque a peut-être eu au début un positionnement qui n'est pas le positionnement qu'elle a aujourd'hui, le temps qu'elle trouve son marché, etc. Puis les fondateurs et fondatrices, ils ont eux-mêmes leur propre histoire avant d'avoir créé la marque, qui a eu une importance dans la manière dont ils ont conçu la marque. Donc ce qui fait que de manière factuelle, on a des centaines et des centaines de faits accumulés entre l'histoire des fondateurs, fondatrices et l'histoire en elle-même de la marque. L'objet du storytelling, c'est de venir choisir qu'est-ce qu'on va raconter sur l'histoire fondatrice de la marque. Sous quel angle ? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant en termes de message, en termes de valeur, en termes de pourquoi. C'est aussi, le storytelling va permettre de servir la mission de la marque, pourquoi on a créé la marque. Et donc c'est tout un travail de tri à faire et de structuration dans l'histoire. Là, attention, je précise, on ne dit que des vraies choses. L'idée, c'est pas de créer un storytelling, d'inventer une fausse histoire à la marque qu'elle n'a pas. C'est pour ça que je disais, parfois, il y a certaines marques qui vont pas sur lesquelles ça va pas être forcément d'intérêt d'aller créer un storytelling de marque. En l'occurrence, Lava Céramique, en toi de la manière dont on l'a travaillé, et après plus on le travaille et plus c'est intéressant d'avoir un storytelling de marque, ça va nous permettre de venir raconter, en fait, en réalité, si j'avais vraiment créé Lava, je dis parce que comme c'était c'était mon idée quand tu m'avais demandé des idées pour créer le logo au début, je t'avais dit moi un de mes problèmes c'est les tâches dans mes tasses à thé. Donc effectivement, si on devait raconter l'histoire,
on raconterait comment moi, personne lambda, à chaque fois que je devais recevoir, ça m'embêtait de pas recevoir mes convives dans des tasses qui sont propres, etc. Et donc, mais ensuite, s'il faudrait réfléchir, est-ce qu'on raconte l'histoire de mon conjoint qui est maniaque, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, il y a tout un tas de choses, tu vois, rien que sur tout ce qu'on a dit au fil de ces 3 épisodes, il y a en fait plein de faits qu'on a racontés là qui sont pas forcément intéressants à mettre dans un storytelling de marque. Ou si on prend un autre exemple, mais pour le faire très rapidement, quand on raconte la création de Deuxième Voix, on peut le raconter sous l'angle de on était toutes les deux salariées dans des entreprises, on avait une envie d'entreprendre et donc on s'est associé pour créer une agence de branding, mais on pourrait aussi le raconter différemment en disant que t'as toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé faire des logos et des icônes et des couleurs et tout ça. Et de la déco des couleurs. Et que du coup on a eu envie de faire du branding et ces 2 manières, les 2 sont vraies. Tout est vrai. Tout est vrai, c'est juste 2 angles différents. En fonction de ce qu'on veut mettre en avant dans nos histoires, est-ce qu'on veut plutôt mettre en avant le fait qu'on ait toutes les deux des ex-salariés reconvertis dans des métiers plus créatifs que ce qu'on avait avant. Et que c'est l'entrepreneuriat qui nous motive, qui est une vérité. Il y a même une 3e manière de le raconter. On pourrait aussi le raconter comment on est amis, et c'est vrai aussi depuis 15 ans, que j'ai été témoin à ton mariage, qu'on s'est rencontrés dans notre première boîte et que depuis on rêve de retravailler ensemble et que c'est enfin le cas aujourd'hui. Donc toutes ces manières de le raconter sont vraies. Par contre, tout ne va pas servir l'objectif de la marque. Et donc, le travail du storytelling, c'est aussi de savoir sous quel angle on choisit de raconter quel type d'événement pour servir au mieux la stratégie. Exactement. La mission, en fonction et tout ça, on choisit en fonction de la mission, en fonction des valeurs, en fonction des messages qu'on veut faire passer. Donc, c'est un travail presque de biographie qui va nécessiter de poser plein de questions aux fondateurs, aux fondatrices sur l'histoire de la marque, la création, sur lequel on va venir rajouter tout ce qu'on a fait sur le travail stratégie, parce que c'est ça aussi, l'idée c'est de faire un storytelling qui va être stratégique, qui va servir encore une fois à la mission, les attributs, et là on a une histoire à raconter qui est cohérente, qui peut être utilisée, alors la manière de base, c'est de l'utiliser sur la page à propos du site internet, ce qui est une chouette manière de faire. Mais en fait, il faut pas s'arrêter là. C'est aussi, ensuite, c'est l'histoire fondatrice de la marque, et l'histoire tout court de la marque d'ailleurs, parce qu'ensuite, ça va au-delà de juste de la manière dont elle a été créée. Ça va être utile à raconter. À chaque fois, par exemple, que les fondateurs ou fondatrices vont prendre la parole sur pourquoi ils ont créé la marque, ils vont raconter... S'ils sont interviewés, s'ils passent sur un podcast... Mais même dans un post, finalement, c'est aussi ça peut être un pilier de communication. Sur LinkedIn, si on a un fondateur ou une fondatrice qui fait un petit peu ce qu'on appelle de personal branding pour représenter la marque, donc il va prendre la parole à titre personnel, mais quand même pour parler de la marque, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. C'est évidemment la personne qui parle, mais l'objectif c'est quand même de parler de manière stratégique, et donc elle va venir raconter des choses de l'histoire du storytelling de marque pour servir à terme les objectifs de la marque. Mais ça pourrait être aussi un membre de l'équipe commerciale qui cherche à faire un partenariat avec un restaurant étoilé, et comment il va pitcher la vase céramique au chef étoilé de ce restaurant en se servant du storytelling de la marque. Et en réalité, même de manière aussi presque plus basique que ça, c'est aussi le storytelling va quand même aussi permettre même aux gens en interne de la marque de comprendre ce que c'est la marque. Typiquement, toi, tu as fait du recrutement pendant longtemps. Quelqu'un qu'on recrute, qui est un nouvel arrivant, c'est important de lui raconter l'histoire fondatrice de la marque. Parce qu'encore une fois, comme on a bien choisi les éléments de l'histoire de la marque, normalement, l'histoire en elle-même, elle permet de faire comprendre pourquoi la marque existe et vers quoi on veut aller, en fait. Donc, c'est vraiment un outil... Ouh là là, moi j'en ai plus besoin de toute façon. C'est vraiment un outil qui va nous permettre de véhiculer les messages et sous l'angle du storytelling, c'est-à-dire en rendant l'histoire intéressante. Parce qu'il y a ça aussi, autrement dit, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le storytelling ? C'est un mot anglais, juste histoire de dire. C'est une manière de raconter des histoires qui fait qu'on va la structurer pour la rendre intéressante, pour la mémoriser plus facilement, et que donc elle soit aussi facile à répéter. Ça veut dire aussi que le storytelling de la marque, il va pas faire 45 pages, on n'est pas en train d'écrire un livre ou un roman sur l'histoire de la marque. C'est une histoire qu'on doit pouvoir raconter assez facilement, à minimum dans les grandes lignes,
y compris, encore une fois, quand on est un collaborateur, une collaboratrice, en interne, en externe. J'ai l'impression qu'on a fait un tour hyper complet sur tous ces sujets. J'ai rien de plus tu as à d'autres dire. trucs à... Ouais, bah, c'était ma question. Franchement, je pense pas, parce qu'on a quand même bien parlé de la voix de marque, on a parlé des piliers de communication, on a parlé quand même assez longuement du storytelling de marque. La dernière chose que je peux dire peut-être, c'est que parfois pour certaines marques, pour venir compléter ces briques-là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est un manifeste. Oui. Donc un manifeste, c'est quoi ? C'est un document dans lequel on va venir... parler de sa mission, de pourquoi on existe, mais souvent ça a plus de sens pour des marques qui ont un engagement vraiment souvent c'est des marques qui ont un engagement pour une cause, donc qui peut être les animaux, l'environnement, mais ça peut être aussi la santé mentale, voilà, tout un truc. Du moment que tu as une cause, ça peut être intéressant d'avoir un manifeste. Là, pour Lava Céramique, en tout cas à ce stade de création de la marque, je pense que c'est pas intéressant. On n'en a jamais parlé, donc c'est on bien n'en a jamais parlé. On pourrait se dire, est-ce qu'il y a un manifeste à faire sur les rituels ? Mais non, ça n'a pas de sens. On va pas y c'est pas une cause, les rituels. C'est pas une cause. En fait, on pourrait, de manière basique, s'il fallait vraiment en faire, on pourrait se dire, je vais faire un manifeste pour expliquer pourquoi c'est important d'avoir des rituels aujourd'hui. Mais en fait, c'est beaucoup trop premier degré. Oui. Parce que nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir remettre de l'importance et de la place, surtout, au rituel dans la journée des gens, mais on n'a pas du tout besoin d'un manifeste pour le faire. Donc le manifeste n'est pas utile. Le manifeste peut être utile pour des marques plus engagées, et donc c'est une brique à ajouter potentiellement, c'est bien d'en dire deux mots, mais là en l'occurrence non. Voilà, super, rien de plus. Et j'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à nous, parce que nous on a kiffé. Nous on aime bien. C'est notre deuxième mini-série qui se termine. C'est vrai. On va continuer de vous faire plein d'épisodes, mais on est quand même dans une phase de lancement du podcast qui est encore nouveau, et donc on a besoin de toute l'aide que vous pouvez nous apporter si cet épisode vous a plu, pour nous aider à nous faire connaître, en partageant les épisodes, en parlant autour de vous aux gens dont vous pensez que ça peut les intéresser. Et bien sûr, le classique, lâcher des pouces, des étoiles, des abonnements sur toutes les chaînes. Mais surtout, aidez-nous à nous faire connaître en parlant autour de vous aux personnes qui sont intéressées par le branding, par la création de produits, la création de marques, de ce qu'on fait sur ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.